Bonjour à tous et bienvenue sur IFPAS TV. IFPAS TV, c'est une nouvelle venue dans l'univers audiovisuel, une web TV qui s'adresse aux professionnels de l'assurance, à tous ceux qui veulent rejoindre le secteur, jeunes ou moins jeunes, mais aussi au monde institutionnel. Et nous sommes heureux d'inaugurer IFPAS TV avec l'émission Les décideurs engagés de l'assurance en partenariat avec l'Hémicycle. Dans un instant d'ailleurs, nous aurons le plaisir de recevoir Adrien Couret, directeur général d'AEMA. Mais tout d'abord, je vais me tourner vers vous, Laurent Arastingy, parce que vous êtes le directeur général de l'IFPAS et puis parce que IFPAS TV, c'est votre projet, c'est vous qui l'avez porté. Alors pourquoi une web TV dans le secteur de l'assurance ? Bonjour Florence, la raison est simple, c'est un secteur qui connaît de nombreux recrutements. Le dernier exercice a référencé 17 100 recrutements par an et les 5 années à venir, d'après l'Observatoire des métiers, nous annoncent de très belles perspectives. Pour autant, on est dans une situation où on a une véritable difficulté d'attractivité. C'est pas un secteur qui passionne. Lorsqu'on est jeune, on se réveille pas en disant « je vais travailler dans l'assurance demain ». Étant donné que nous sommes l'institut de référence de la profession de l'assurance sur l'emploi, la formation et les services, il nous semblait tout naturel de participer, de concourir à améliorer l'image du secteur de l'assurance. Mais à qui s'adresse l'IFPAS TV ? En fait, à ceux qui sont dans le secteur d'ores et déjà, et je pense à qui ? Je pense aux alternants. Petite parenthèse, 1 personne sur 4 recrutées dans les 17 100 que j'ai évoqués tout à l'heure sont issus de l'alternance, aux collaborateurs en CDD, en CDI, aux managers, aux dirigeants et aux administrateurs. Tous sont amenés à être formés au sein du groupe, mais également à tous ceux qui s'intéressent au secteur ou qui ont envie de rejoindre le secteur un jour. Alors, un mot des programmes et surtout de l'émission phare, les décideurs engagés de l'assurance. Oui, alors pourquoi ce titre déjà ? Ce titre existait au sein de l'Hémicycle TV, c'était les décideurs engagés, ils ont eu la gentillesse de nous proposer cette émission, les décideurs engagés de l'assurance, qui correspond pleinement aux valeurs de ce secteur où l'humain est au cœur de tout. Cette émission va être trimestrielle, c'est-à-dire que nous l'avons mis en parallèle avec le magazine Hémicycle qui va sortir chaque trimestre. Donc cette émission qui est aujourd'hui la première et l'inauguration, et je remercie Adrien Couret et Sylvain Mortera d'y participer, va ensuite être, dans la foulée, accompagnée par une double page dans l'Hémicycle TV. C'est l'émission phare. Et il y aura une deuxième émission, qui celle sera 1 à 2 fois par mois, et plus si le succès est au rendez-vous et si le besoin se fait ressentir, où là nous irons vers l'expertise, vers d'autres dirigeants, pour donner toujours cette soif, cette envie de mieux connaître notre secteur. Alors si j'entends bien, vous allez commencer en douceur, mais vous avez quand même de grandes ambitions pour IFPAS TV. Les ambitions sont grandes parce que le besoin est grand, me semble-t-il. Le fait que cette émission soit sur une durée d'1 heure, si on prend l'émission phare d'aujourd'hui, donne la possibilité à la personne interviewée de prendre le temps de poser les choses, ce qui est rare, et vous le savez mieux que moi, dans le monde actuel, tout va très vite. Ce sont des formats, des capsules de 5-7 minutes. Donner 1 heure me semble extrêmement intéressant. Par ailleurs, coupé de questions d'alternants. Là, le format est intéressant également à double titre. Et enfin, avec une sorte de super éditorialiste que Sylvain Mortera accepte, il accepte d'endosser ce rôle aujourd'hui, donne un concept un peu différent. Et il nous semble que c'était nécessaire dans le paysage actuel. Alors, des institutionnels vont nous regarder. Peut-être un petit rappel sur ce qu'est l'IFPAS ? Oui, alors l'IFPAS, hein. le groupe IFPAS, groupe à taille raisonnable, c'est une grosse PME, si je puis m'exprimer ainsi. C'est l'institut de référence, comme je vous le disais, dans le secteur de l'assurance, sur la formation, le recrutement et les services. Notre spécificité, c'est un peu de voir tout ce qui se passe dans ces domaines. Nous travaillons avec tout le monde et justement, l'attractivité que je vous évoquais est un des problèmes. Donc, nous avons en formation des alternants, 1200 environ chaque année, de bac à bac plus 5 MBA. Nous avons également la formation continue, que ce soit en distanciel ou en présentiel, un cabinet de recrutement et de chasse de tête et de nombreux services qui sont nécessaires pour le secteur. Et on parlera bien sûr dans cette émission de l'attractivité. On va d'ailleurs commencer fort avec un invité de marque, Adrien Couret, directeur général d'AEMA. On accueillera aussi une personnalité, Sylvain Mortera, directeur général d'Areas. Alors, vous avez souhaité les accueillir dans l'émission pour plusieurs raisons. Expliquez-nous. Oui, et si on commence par Adrien, ça semblait une évidence. Adrien est jeune, il a moins de 40 ans. C'est une personnalité forte du secteur, ça intrigue beaucoup. Il a participé très fortement à transformer ce groupe, il en parlera bien mieux que moi. Et en même temps, ce sont des valeurs mutualistes qui sont portées, qui sont très différenciantes, qui reviennent beaucoup au goût du jour en ce moment, si je peux m'exprimer ainsi, et il est un des porte-parole. Pour toutes ces raisons, et enfin, permettez-moi d'ajouter, il est également administrateur du groupe IFPAS sur la structure associative. Toutes ces raisons font qu'Adrien, ça me semblait une évidence, devait inaugurer cette émission. Mais Sylvain également, Mortera, et qui est là et qui accepte de jouer ce rôle de super éditorialiste, est également au sein d'un groupe mutualiste et également connaît les mêmes problématiques. C'est un père d'Adrien et il me semblait intéressant
qu'il y ait un échange à la fin, face à face, pour confronter un peu leurs idées. Merci beaucoup, Laurent Rachtaji. Merci, pour toutes Florence. ces précisions sur l'IFPAS On TV. a envie d'en savoir plus Eh bien, et j'espère que Adrien va plaire, et j'en suis convaincu, à l'ensemble de nos téléspectateurs. Il n'y a pas de doute. Tout de suite, place aux décideurs engagés de l'assurance. Le groupe IFPAS, en partenariat avec l'Hémicycle, vous présente les décideurs engagés de l'assurance. Tout comprendre sur le marché et ses enjeux, les stratégies et les perspectives d'évolution dans un monde qui change. Et pour cette première émission, nous avons le plaisir d'accueillir Adrien Couret, directeur général d'AEMA. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'IFPAS TV. Bonjour. Alors, bien sûr, on va parler, Adrien Couret, de votre groupe, du secteur de l'assurance qui retrouve des couleurs, des défis à venir. Mais tout d'abord, quand même, j'aimerais que l'on commence par votre parcours atypique et le fait que vous avez eu un coup de foudre pour la Massif, ce qui fait que vous aviez dévié de trajectoire parce que vous vous destiniez à être prof comme vos parents. Exactement, j'ai eu 2 coups de foudre en fait. Un premier coup de foudre pour l'assurance, qui de loin a l'air d'être un secteur un petit peu gris, un peu terne, mais en fait qui touche à tous les aspects de la vie, les aspects démographiques, de comportement, d'usage, de technologie. Et puis j'ai un coup de foudre pour le mutualisme. C'est une façon d'entreprendre, non lucrative, et quand on fait un métier qui protège les gens, qui n'y ait pas trop d'enjeux financiers autour de ça, est quelque chose de très important. Alors vous faites mentir tous ceux qui estiment que le secteur, ou qui disent que le secteur manque d'attractivité. C'est vrai que le secteur de l'assurance, c'est peut-être pas le plus sexy qui existe. C'est un stéréotype contre lequel il faut lutter, et je remercie l'IFPAS d'organiser cette émission. C'est un secteur qui est en fait très dynamique, que vous parliez des métiers du chiffre, du digital, de la communication, de la relation avec les clients. On est vraiment un secteur qui est en très très forte dynamique. Tout ce qui se passe dans la société, vous ouvrez le journal, vous regardez la télévision, a à voir avec le secteur de l'assurance. Oui, mais c'est quand même un secteur qui souffre d'un problème d'image. Ça fait plus rêver les jeunes. Paraît-il que les jeunes préféreraient être banquiers qu'assureurs. Alors là, je ne les comprends pas et je leur dis venez me voir, je vais vous expliquer pourquoi l'assurance c'est formidable. Quelqu'un qui commence sa vie, qui va se poser la question de comment je vais m'occuper de ma mobilité, ma famille qui s'agrandit, mon premier logement, comment je vais me projeter dans l'avenir, il a besoin de l'assurance. Hier, il le faisait en allant dans des agences physiques. Aujourd'hui, il le fait avec des outils digitaux qui sont de plus en plus diversifiés et développés. Les personnes qui adorent travailler des chiffres adoreront les modèles statistiques, se projeter sur les évolutions futures. Donc on a un secteur extrêmement diversifié et qui touche à absolument tous les aspects de la vie. On a un secteur aussi qui a peut-être une liberté plus grande, notamment sur le plan réglementaire, par rapport au secteur de la banque. On parlera de réglementation à la fin de cette émission. Alors en matière d'attractivité, est-ce qu'il y a une différence entre les groupes mutualistes et les autres, puisque vous dites avoir eu aussi un coup de foudre pour le mutualisme? Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans les groupes mutualistes, j'ai démarré à la Massif qui est devenue AEMA, c'est la culture interne qui est faite d'une très grande proximité, la place faite à la promotion interne. Le parcours que j'ai fait au sein de la Massif puis d'AEMA, je pense qu'il n'aurait pas été possible partout. Et quelque part, où que vous commenciez, dans des fonctions de relations avec les sociétaires, dans des fonctions de gestion, dans des fonctions support, vous pouvez imaginer des parcours, devenir manager, devenir directeur. Ça n'existe plus beaucoup dans des grands groupes. Dans des groupes mutualistes comme le nôtre et comme AEMA, c'est tout à fait possible. Et pourquoi vous n'aurez pas pu faire ce parcours ailleurs? Eh bien, parce que les profils sont plus diversifiés, correspondent plus à la vraie vie dans les groupes mutualistes. Il y a moins de parcours stéréotypés. On regarde évidemment les formations, comme celle de l'IFPAS, elles sont très importantes, mais les gens sont moins mis dans des cases. On peut beaucoup plus facilement bouger d'une fonction à l'autre. Et il y a également un aspect qui est important, c'est la dimension géographique. Un groupe comme AEMA, il est présent partout dans le territoire. Si vous voulez travailler évidemment à Paris, mais à Niort, à Saint-Étienne, à Laval, dans le nord de la France, en Bretagne, vous pouvez faire ces mobilités qui correspondent aussi à votre parcours de vie. Alors comment on peut remédier un petit peu à ces clichés sur le secteur de l'assurance, à ce manque d'attractivité? Je pense qu'on a un secteur qui a beaucoup de mal à dire la réalité de ce qu'il fait. Notre métier, ça revient à aider, à porter un secours aux gens dans des moments de détresse. Tous les ans, notre groupe s'occupe de 2 millions de situations de détresse. Ça va être une voiture qui est bloquée sur le bord de la route, ça va être un accident matériel mineur, mais c'est aussi des situations de vie qui donnent tout leur sens à notre métier. C'est accompagner quelqu'un qui a eu un accident, une famille où il y a pu avoir une situation tragique comme un décès, une maison qui a brûlé. Et c'est ces éléments-là qui donnent toute la valeur à notre métier. C'est finalement, on est présent, et si on n'était pas là,
eh bien les familles qui nous auraient fait confiance seraient dans une difficulté profonde. C'est la valeur humaine de notre métier. Et ça, vous peut-être plus communiquer dessus. Enfin, vous le faites à la Massif, puisqu'il y a une campagne très intéressante, justement, nous le faisons, où on a des sociétaires, des vrais sociétaires, qui disent pourquoi ils sont à la Massif. Et je trouve qu'on a une difficulté dans notre secteur, c'est à dire réellement ce que l'on fait. Et on a beaucoup de campagnes publicitaires qui souvent consistent à un petit peu euphémiser, relativiser le fait qu'on apporte un vrai secours dans des situations de détresse, et aussi qu'en tant que mutuelle, on le fait, je dirais, avec le minimum d'arrière-pensée possible, puisque nous n'avons pas d'actionnaires, nous ne versons pas de dividendes. Tout l'argent, quelque part, qui est brassé dans notre mutuelle, sert à l'activité et au service des sociétaires et des adhérents. On parlait d'attractivité. Le secteur de l'assurance, comme beaucoup de secteurs, est en proie à des difficultés de recrutement, fait partie donc justement des secteurs en tension. Chez AEMA, vous avez du mal à recruter, et sur quel type de poste ? Alors vous l'avez dit, toutes les entreprises du secteur sont aujourd'hui en forte demande de recrutement. D'ailleurs, venez chez AEMA, nous avons près de 2000 postes qui vont être ouverts pour l'année prochaine et sur l'ensemble du spectre. Mais en particulier sur des métiers qui sont passionnants, qui sont les métiers de la relation sociétaire-adhérent, c'est-à-dire conseiller et accompagner des personnes qui ont envie d'être assurées chez nous, en assurance dommage, en assurance santé, en prévoyance, en assurance vie. Ou alors les métiers de la gestion, c'est-à-dire cet accompagnement humain dans des situations plus difficiles, quand un accident a eu lieu par exemple. Et ce sont d'excellents points d'entrée pour derrière rayonner sur l'ensemble des métiers du groupe. Alors après le recul historique en 2020, le secteur de l'assurance retrouve des couleurs. Est-ce que ces difficultés de recrutement pourraient être de nature à compromettre la reprise ? C'est un vrai sujet pour nous, parce qu'il y a eu effectivement cet épisode du Covid dans lequel, il faut le dire, l'image des assureurs n'a pas été trop mise à l'honneur, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que durant cette période, malgré, je dirais, l'impact médiatique, nos sociétaires, nos adhérents ont continué à nous faire confiance. Et on est dans une période, probablement parce que l'environnement est fait d'incertitudes, la transition climatique, la préparation de la retraite, où nos sociétaires se posent la question de leur avenir et de leur protection. Et pour ça, il faut du monde pour leur répondre. Nous avons une conviction chez AEMA, c'est que la relation tout digital, ça ne répond pas à toutes les demandes. Quand vous voulez parler de sujets intimes, de votre protection, vous avez envie d'avoir quelqu'un en face de vous. D'où l'enjeu très fort pour nous de réussir ces recrutements pour continuer à être un groupe mutualiste dans lequel la relation humaine, directe, est très importante. Et justement, vous allez nous présenter un peu plus en détail le groupe AEMA, avec quelques chiffres clés peut-être ? Eh bien, le groupe AEMA, c'est le 5e groupe d'assurance en France. Nous répondons à l'ensemble des besoins de la vie des Français, en assurance dommage, en assurance habitation, en assurance vie, en santé prévoyance, au travers de 3 grandes marques que sont la Massif, Abeille Assurance, Aesio Mutuelle. Et puis nous avons créé depuis quelques mois une marque de gestion d'actifs, de finances responsables qui s'appelle Ophi Invest. Et nous couvrons 11 millions de Français avec l'appui de près de 20 000 collaborateurs. Donc, parmi vos activités, vos métiers phares, l'automobile, l'habitation, la santé, l'épargne, d'autres que vous voulez développer ? Écoutez, avec l'ensemble des activités qu'on a aujourd'hui, on a suffisamment à faire. On est toujours en détection des besoins de demain. Sur les mobilités douces, par exemple, sur le risque cyber, je pense qu'on en parlera. On va en parler. Oui. Pour vous dire que l'assurance, c'est aussi un métier d'innovation. Il y a toujours de nouvelles choses à assurer. Et on va tout de suite écouter la question d'un alternant, de l'IFPAS, puisque c'est ça aussi le concept de l'émission, c'est que les alternants de l'IFPAS ont souhaité vous poser des questions. On va écouter Benoît Béranger donc sur votre journée, sur ce que vous faites justement chez AEMA. Bonjour Monsieur Couret, je me demandais quelle était la journée type d'un directeur général d'AEMA. Alors, la journée type, le directeur général d'AEMA, qu'est-ce que c'est pas une question facile, voilà. parce qu'il n'y a pas de journée type en fait. Surtout une journée qui ne s'arrête jamais, je suppose. Oui. Après, il y a quand même une constante, c'est les journées, elles ont un objectif, c'est de rester curieux de tout. Tout ce qui se passe à l'interne, tout ce qui se passe à l'extérieur. Pour vous donner un exemple, lundi, c'était une journée que j'ai passée avec l'ensemble des directeurs des activités pour savoir comment ça allait finalement dans leur activité, donc plutôt une revue d'activité globale. Mardi, j'étais en visite de site, resté au contact des salariés, des cadres, pour qu'ils me disent finalement comment les choses se passent. Mercredi, j'ai plutôt vu des partenaires externes, d'autres chefs d'entreprise, pour capter un petit peu quelle était l'évolution du contexte. Et puis aujourd'hui, je suis avec vous en train de soutenir un partenaire qui est important pour nous dans la formation, qui est l'IFPAS. Qu'est-ce qui distingue AEMA des autres groupes d'assurance ? Sa constitution,
qui est peut-être différente d'une fusion. Ce mot-là, vous l'aimez pas, hein, vous préférez parler de rapprochement. Exactement. Alors, on est un acteur qui couvre 11 millions de Français, ça veut dire qu'on couvre le besoin de l'essentiel de la population. Chez AEMA, notre volonté, parce qu'on est un groupe mutualiste, c'est de rendre la protection accessible au plus grand nombre. Donc on couvre toutes les parties de la population, on ne fait pas de choix, entre guillemets. On couvre les personnes et les entreprises sur la totalité de leurs besoins. Et on le fait dans une volonté qui est, parce qu'on est un groupe mutualiste non lucratif, d'être toujours sur un équilibre de prix et de garantie qui soit bien ajusté. Et puis on est un groupe indépendant, c'est-à-dire que quelqu'un qui est assuré chez nous, il faut qu'il ait en tête qu'on ne sert pas d'autre d'intérêt que le sien, que dans la gouvernance d'AEMA, il y a des représentants des sociétaires et des adhérents, et que nous sommes indépendants de tout groupe financier, de tout groupe international. Notre obsession, notre raison d'être, finalement, quand on est chez AEMA, c'est le service des sociétaires, des adhérents et des assurés. Des marques fortes, vous l'avez dit, Massif, Aesio Assurance, Abeille. Alors, si Massif et Aesio Assurance sont des assureurs mutualistes, c'est pas le cas d'Abeille Assurance. Hein. Donc, voilà. Donc, comment se fait l'intégration? Comment, du coup, on arrive à partager des valeurs communes? Ce qui compte, c'est le projet et finalement ce que portent les salariés. La question que vous posez, parce que le groupe s'est d'abord constitué par le regroupement de Massif et d'Aesio Mutuel, puis par l'acquisition en 2021 d'Abeille Assurance, sur un projet qui avait un sens de complémentarité. On ne servait pas forcément les mêmes métiers. Mais il y a malgré tout un ADN que l'on a trouvé. Bien sûr, Abeille Assurance est une société de capitaux, mais elle est gouvernée par des mutualistes, donc on y apporte nos principes mutualistes, qui sont les valeurs que j'ai trouvées chez les salariés d'Abeille, qui sont des valeurs de professionnalisme. On fait un métier de protection et on a envie de bien le faire, de ne pas être perturbé par des enjeux financiers par rapport à ça. Une proximité, et notamment Abeille est une entreprise qui est très implantée territorialement. C'était l'Abeille bourguignonne à l'origine. Ce sont 1000 agents généraux partout dans les territoires où vous n'avez pas une ville de 5000 habitants dans laquelle il n'y a pas un agent Abeille Assurance. Et finalement, ces valeurs-là, en plus du fait qu'on fait tous de l'assurance, qu'on soit chez Massif, Aesio ou Abeille, fait qu'aujourd'hui, on oriente l'activité de façon très convergente et que les valeurs se partagent assez facilement. Ce qui a changé, c'est que Abeille était détenu par un assureur capitaliste anglais, il est aujourd'hui détenu par un assureur mutualiste français, et donc on oriente les objectifs d'Abeille de façon beaucoup plus conforme à ce qu'est une mutuelle. Et quelles sont les synergies entre ces marques? Alors, on a eu un principe fort à la création du groupe, c'est que ce groupe est basé autour de 3 grandes marques, Massif, Aesio, Abeille, et pour un sociétaire, un adhérent ou un client, ça ne doit pas se voir le fait que les marques sont dans un groupe. Je suis sociétaire Massif, j'ai choisi la Massif, je continue à avoir la Massif. Je suis client d'Abeille, c'est la même chose pour Abeille. Donc on respecte les identités de chacun, en fait. Exactement. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, les identités doivent être différentes. C'est parce qu'on est différent qu'on ne capte pas finalement les mêmes assurés qu'on doit cultiver ça. En revanche, il y a ce qui ne se voit pas derrière, où il y a beaucoup de synergie ou d'innovation commune à les créer. Synergie pourquoi? Parce qu'on est dans un secteur qui est de plus en plus contraint économiquement et il y a des choses à partager. Par exemple, depuis 2 ans, sur les activités de santé, nous avons mis ensemble des outils industriels comme le réseau de soins, c'est l'accès au réseau d'opticiens par exemple, ou le tiers payant, donc des outils industriels, ce qui permet collectivement de faire moins cher certaines opérations, mais avec une meilleure qualité, ce qui au bout du bout bénéficie à l'assuré au final. Ça, on a commencé à le faire en santé, on prévoit de le faire en assurance dommages bientôt entre Massif et Abeille Assurance, mais il y a aussi des éléments qui sont plus de la culture d'entreprise. Par exemple, depuis 3 mois, nous avons lancé la première plateforme de mobilité des salariés à l'intérieur du groupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un salarié de Massif, un salarié d'Aesio, un salarié d'Abeille peut facilement postuler chez les offres de l'autre. Donc, notre mot d'ordre, c'est de donner à chacun la pleine capacité de la puissance du groupe. Et ça, c'est important aussi. On parlait d'attractivité tout à l'heure. Donc, favoriser comme ça la promotion interne et peut-être pas changer de métier, mais changer peut-être d'univers. Si je peux vous faire un témoignage, dans mes visites terrain à création du groupe, et notamment quand on va vraiment dans les agences, là où les choses se passent le plus directement du terrain, mais aussi le plus loin du siège, dans les premiers mois, quand je parlais d'AEMA, les gens n'étaient pas forcément très connectés à ça. Mais quand je leur demandais à quoi ça sert d'être dans un groupe, la première chose à laquelle ils faisaient référence, c'est « Ah, mais est-ce que je peux connaître les offres d'emploi de l'ensemble du groupe ?» C'est pour ça qu'on a mis une très forte priorité là-dessus. La mobilité des personnes, c'est pour nous un facteur très accélérant dans le mélange des cultures au sein de notre groupe. Alors, quelle place vous voulez prendre dans le secteur de l'assurance? Vous êtes le 5e groupe. Voilà, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, il n'est pas numérique. Je dirais que je ne serais pas plus heureux d'être 5e aujourd'hui que 1er demain.
Ce que je crois fondamentalement, c'est que le secteur de l'assurance, qui est majeur pour tout le monde, va connaître dans les 10, 15, 20 années une évolution similaire à celle de la banque il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'il restera dans 10, 15 ou 20 ans peut-être 6 ou 7 grands assureurs, pas plus. Et moi, mon acte... Il faut être de cela, oui. Oui, mais mon acte de foi, c'est qu'il faut un vrai mutualiste parmi ces 6-7 actes-là. Il y a déjà plusieurs mutualistes installés. Nous voulons en faire partie parce que les mutuelles en France, elles ont apporté beaucoup à la protection des Français. C'est pas un hasard si la France est le pays d'Europe où l'assurance auto est la moins chère. C'est parce que c'est le pays où il y a 50% de l'assurance auto qui est faite par des mutuelles. C'est pas un hasard si en France, vous avez le reste à charge en assurance santé qui est le plus bas. C'est parce que vous avez à côté de la Sécu l'intervention des complémentaires santé dont la moitié sont des mutuelles. Donc ce rôle régulateur, il est majeur et on voit dans des pays, par exemple en Angleterre, où le monde mutualiste a disparu, que ça a été en fait très néfaste pour les clients parce que tout est devenu, je dirais, le monde de l'assurance commerciale avec des prix qui augmentent beaucoup. Est-ce que vous envisagez d'autres acquisitions? Parce que être parmi ces groupes mutualistes, c'est justement répondre à ce phénomène de concentration, continuer peut-être à grandir, et ça passe par d'autres acquisitions? Alors je crois qu'en France, en assurance, on a atteint une bonne taille. Ça ne peut pas dire que si des opportunités se présentent, on ne les regardera pas. Par exemple, aujourd'hui, il y a un mouvement sur la complémentaire santé des fonctionnaires qui se fait, avec beaucoup de mutuelles de fonctionnaires qui se posent des questions sur la façon dont elles vont se projeter. C'est quelque chose qu'on regarde. Et je pense que les évolutions de notre secteur nous obligent à regarder peut-être un autre type de croissance. En fait, l'assureur fait travailler beaucoup de monde. Quand vous réparez un sinistre, vous faites travailler des chaînes d'artisans, de réparateurs, des médecins, des experts. Cette chaîne-là, elle subit de plein fouet l'inflation. L'assureur subit de plein fouet l'inflation de ce fait-là. Et moi, je pense que l'avenir, c'est que l'assureur rentre beaucoup plus dans cette chaîne de valeur-là de la réparation. C'est ce que nous avons fait avec Massif il y a quelques semaines, en acquérant Mondial Pare-Brise, qui est l'un des 3 gros réparateurs de pare-brise en France, pour devenir directement un acteur de cette industrie-là. Et je pense que l'assurance est un point de départ de beaucoup d'industries et qu'on peut aussi regarder ça en mutualiste comme une façon de mieux maîtriser les coûts et aussi éventuellement les conditions commerciales au bénéfice in fine des consommateurs. Oui, maîtriser les coûts, c'est d'actualité avec cette inflation galopante. Ça vous amène à revoir votre stratégie? Plutôt à l'approfondir. Il faut qu'on soit excellent sur le domaine de l'assurance en matière de relations sociétaires adhérents. Parce que la concurrence est rude et aussi parce que nos sociétaires adhérents et clients l'attendent. Mais l'idée que maintenant il faut travailler à une vision plus étendue de l'assurance, c'est quelque chose effectivement qui est en train de germer. Je vous parlais de cette acquisition de Mondial Pare-Brise. Il faut que demain nous voyions comment nous pouvons l'étendre. Là, je vous parlais de la réparation, c'est assez concret vers l'aval, mais il y a aussi ce que l'on fait de l'argent que nous confient nos sociétaires. Et c'est tout le développement de ce pôle très récent dans notre groupe Ophi Invest vers la finance responsable, la finance au service des transitions. Alors justement, à ce propos, on va écouter une autre question d'un alternant de l'IFPAS. C'est Miguel Vasquez-Mora qui vous pose cette question concernant l'inflation. Dernière question, M. Couret, moins technique. Quelles sont, selon vous, les stratégies que doit adopter un mutualiste pour se différencier de la concurrence sur le plan de l'inflation, pour conserver une bonne marge financière? Quels sont les marchés qui peuvent être développés en ces temps économiques difficiles et quels ceux qu'il faut laisser? C'est une question très vaste. On pourrait faire toute l'émission là-dessus. C'est vrai, on va essayer de répondre. Mais comment le mutualiste doit-il se différencier en étant mutualiste? C'est-à-dire en visant, en se posant la question, comment je garantis que l'essentiel des Français vont avoir accès à une bonne protection demain? Et la question de la maîtrise des coûts pour proposer un bon prix, elle est fondamentale. Donc toute cette réflexion que j'évoquais tout à l'heure sur l'évolution de notre industrie est importante. Après, il y a aussi une évolution plus structurelle qui est celle du changement climatique. Je pense qu'on l'abordera plus tard, qui nous amène à travailler les approches de prévention. Ensuite, il y a une évolution de la société avec des attentes de services qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus immédiates. Et c'est là où un certain nombre de métiers sont très importants pour nous. Je pense à l'assistance, par exemple. Souvent, quand un accident a lieu, dans le fond, ce n'est pas son assureur qu'on appelle.
c'est son assisteur, c'est Intermutuelle Assistance, qui est un assureur commun aux mutuelles pour nous, et qui est un métier sur lequel on se repose de plus en plus, en fait, pour apporter ce secours de premier niveau. Donc, le développement du service autour de l'assurance est aussi quelque chose de très important. Mais là, l'assureur mutualiste, les assureurs mutualistes, est-ce qu'ils ne doivent pas se distinguer dans le contexte actuel, par exemple en augmentant moins les primes que les assureurs classiques? C'est ce que nous faisons. Si vous faites le bilan aujourd'hui des augmentations tarifaires, je pense notamment en auto, en habitation, ceux qui ont le moins augmenté leurs primes, ce sont les assureurs mutualistes et notamment les assureurs d'AEMA Group. Je pense à la Massif. Donc ça, c'est véritablement une constante. Nous visons toujours à être dans la moyenne basse, en fait, en termes de primes du marché. Les primes, elles ont augmenté de combien, donc, chez AEMA? Alors, ça dépendrait des marques, mais si oui, je parlais de la Massif, elles ont augmenté en assurance auto de 3,5%. Je rappelle que l'inflation était à 6%, que certains assureurs ont été bien au-delà, et en habitation à peu près du même niveau aussi. Mais est-ce qu'il faut se dire que... Ça veut dire, oui. Et c'est là où la question d'être un acteur mutualiste non financier est importante, que l'on a amorti sur nos marges. Vous avez pris sur vos marges. Exactement, parce que l'inflation, et notamment l'inflation de ce que l'on répare, a été beaucoup plus importante. Mais malgré tout, est-ce qu'il faut intégrer que se protéger, ça coûtera plus cher dans l'avenir? Se protéger coûtera plus cher à l'avenir, c'est un élément très important dont il faut prendre conscience. C'est pas qu'une parole d'assureur, c'est important que les Français le comprennent, c'est important que les pouvoirs publics le comprennent. C'est important que les Français le comprennent pour qu'ils fassent attention et qu'ils deviennent aussi eux-mêmes acteurs de leur prévention. Je pense notamment à tout ce qui arrive en termes de transition climatique. Il faut savoir que depuis 10 ans, la charge des catastrophes naturelles, et on l'a vécu cette année avec la grêle et les sécheresses, elle a doublé. Et que ce n'est pas simplement un épisode aberrant, c'est une tendance qui est longue. Je vous parlais de l'inflation. Une tuile pour réparer un toit, cette année, ça coûte 15 à 20% plus cher. Le rétroviseur à réparer, parce qu'aussi les constructeurs automobiles en France se font des marges sur le sujet, ça a coûté aussi 15% plus cher. Là où les pouvoirs publics doivent l'entendre, c'est qu'il y a des protections collectives qui dépassent le rôle de l'assureur ou de la mutuelle à bâtir, et ça nécessite d'y mettre de l'argent. Je pense évidemment au régime catastrophe naturelle qui a besoin d'être beaucoup plus abondé. C'est un combat de profession que nous sommes en train de mener. Alors justement, est-ce que ça implique pas aussi, on va parler tout à l'heure de toutes les questions climatiques, mais est-ce que ça implique pas d'améliorer la gestion des risques, de repenser les garanties et de se projeter dans l'avenir? Par exemple, les assureurs, comme personne d'ailleurs, on ne va pas jeter la pierre aux assureurs, n'avaient pas anticipé le risque de pandémie. Alors que l'on sait, malgré tout, peut-être pas le Covid, mais que de toute façon, les pandémies étaient amenées à se multiplier. Oui, mais pour vous dire, le risque de pandémie, il était dans les cartographies d'à peu près tous les risques managers. Mais tout le monde imaginait que le risque de pandémie, ça serait un risque de maladie. Les gens qui tomberaient malades, et donc avec peut-être beaucoup de morts, ce qui a eu lieu. Et qu'est-ce qui a coûté cher aux assureurs ? Et qu'est-ce qui a coûté cher globalement à la société dans le fameux quoi qu'il en coûte? C'est pas tellement les situations de maladie, c'est le fait que l'activité économique s'est arrêtée. On pensait, si je suis un peu technique, avoir un risque d'assurance vie ou santé. On a eu finalement un risque d'assurance de dommages et de responsabilité. Et ça, personne ne l'avait anticipé. Donc ce point-là, il a vraiment été important. Par contre, dans la crise, il y a quelque chose qui a surgi, qu'on a oublié aujourd'hui, c'est que en termes d'outils de gestion de crise, les pouvoirs publics à un moment ont dit « mais vous les assureurs, est-ce que vous n'auriez pas l'idée de créer, un peu comme il y a le régime catastrophe naturelle pour les catastrophes naturelles, un régime de catastrophe exceptionnelle ?» Et il faut savoir qu'en 3 mois, on a été en capacité à faire une proposition commune sur un régime qu'on appelait CATEX à l'époque, catastrophe exceptionnelle, pour, en cas de nouvelle pandémie, se couvrir. La proposition était sur la table, tout le monde l'a trouvée formidable, y compris les pouvoirs publics, elle n'a pas été créée. Pourquoi ? Parce que l'approche, notamment des pouvoirs publics, a été de dire mais on ne va pas demander aux gens d'abonder, en fait, à nouveau, de payer. Or, si on veut se couvrir demain, et les risques seront de plus en plus nombreux, il faut accepter de financer des protections collectives. Et de ça, nous pouvons être, je dirais, les pointes avancées, ou en tout cas les vigies. Oui, sur ces risques systémiques, justement, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? Eh bien, on attend de pouvoir travailler main dans la main, si vous voulez. Il faut avoir en tête que les fonds propres du secteur de l'assurance, c'est 200 milliards d'euros. Alors ça parle pas trop, 200 milliards d'euros. Le quoi qu'il en coûte, sur la pandémie, a coûté 200 milliards d'euros. Si je le traduis très court, si on avait voulu que l'assurance privée, mutuelle ou pas mutuelle, couvre à elle seule toutes les conséquences de la pandémie, il n'y aurait plus de secteur de l'assurance aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a le secteur de l'assurance
il peut couvrir une partie du risque, ce qui est mutualisable entre le moment où il y a des risques et le moment où il n'y a pas. Et il y a des risques systémiques où on doit travailler avec les pouvoirs publics. Qu'est-ce qui marche sur le régime des catastrophes naturelles? C'est que les rôles sont répartis. Les différentes couches de financement, d'abord les assureurs, puis les réassureurs, et en dernier ressort l'État. Mais au-delà de ça, c'est que toute une chaîne opérationnelle est prévue à l'avance si jamais dans une zone de France, il y a une catastrophe naturelle. On sait qui intervient, comment, quelle est l'articulation entre la préfecture, les assureurs, les différentes interventions. C'est cette anticipation en fait que permet la création de ce type de régime. Moi j'appelle, mais je ne suis pas le seul, tout le secteur appelle à réfléchir à des dispositifs de ce type. Là, on évoquait le risque pandémique, le risque exceptionnel. Peut-être demain, on aura le risque cyber, un risque systémique cyber autour de ces sujets-là. Et justement, on va en parler de la cyber, puisque là, on arrive à parler des nouveaux enjeux. On va commencer par parler de la digitalisation, à savoir qui s'est accélérée durant le Covid. Ça nous permet de faire la transition avec justement cette pandémie. Est-ce que les assureurs sont suffisamment armés pour faire face justement à ces nouveaux enjeux et à l'arrivée de nouveaux acteurs? Je pense aux assureurs en ligne, plus agile. Vous diriez que c'est l'arrivée de ces nouveaux acteurs, c'est une menace ou une opportunité de se réinventer? Parce qu'ils bousculent le marché quand même. Oui et non. Ils le bousculent parce que, incontestablement, et on parle là des InsurTech, elles ont créé des nouveaux usages, notamment dans la souscription, au moment où on signe un contrat, en créant un nouveau standard de rapidité et de transparence. Pour le reste, en tant qu'assureur, aucune n'a fait modèle aujourd'hui. Et là, elles nous ont aiguillonnés, c'est que depuis 10 ans, on investit massivement dans la digitalisation. Moi, je vois ce qu'était le site internet de la Massif, par exemple, il y a 10 ans et celui qu'il est aujourd'hui, en termes de rapidité, de fonctionnalité, de lien entre le site internet et le téléphone. Les choses ont radicalement changé. Justement, peut-être parce que ces nouveaux acteurs ont bousculé les acteurs traditionnels, non? Oui, mais pas que. C'était fondamentalement une demande qu'on couvrait mal. En revanche, et c'est pour moi un autre enseignement du Covid, bien sûr, nos sociétaires veulent des réponses plus rapides, mais en même temps, ils veulent un accompagnement parfois plus humain dans des situations compliquées. Ce qui veut dire que moi, je ne crois absolument pas à l'assurance 100% digitale, ou alors peut-être pour 1% des demandes. Ça marche pas mal dans l'automobile. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a plutôt une demande de souplesse et d'agilité. J'ai un besoin, je commence par me renseigner sur Internet, je complète au téléphone, et si j'arrive vraiment sur quelque chose de difficile, alors j'ai besoin d'un contact humain. Nous, en tant que groupe mutualiste, on veut proposer cette polyvalence-là, ce que d'autres acteurs ne font pas, et les acteurs purement digitaux, il faut dire ce qui est, n'ont pas beaucoup percé, en fait. Alors, pas sur les 5 dernières années, mais même avant, il faut se souvenir de l'histoire de l'assurance directe, peut-être il y a 20 ans, elle n'a fondamentalement pas vraiment réussi. Mais quand on prend le modèle, par exemple, des banques en ligne, aujourd'hui, tous les jeunes ont une banque en ligne, ne vont plus chez un banquier traditionnel. Vous voyez, est-ce que ça ne risque pas d'être la même chose dans le domaine de l'assurance? Mais la banque, ça n'est pas l'assurance. En fait, le moment de vérité dans l'assurance, c'est pas le fait de souscrire un contrat, c'est le jour où il y a un problème. Et le jour où il y a un problème, si vous avez simplement un site internet, une hotline qui ne répond pas, bah l'assureur, la promesse n'est pas répondue. Et ce que je vois, c'est que les sociétaires, les adhérents, mais aussi les prospects, ils saisissent bien que quand il s'agit de se couvrir en assurance, c'est pas simplement acheter une boîte de petits pois ou un service lambda. C'est quelque chose qui quand même un jour peut leur servir. C'est sérieux. D'ailleurs, très souvent, c'est assez frappant quand je vois nos sociétaires. La question de l'assurance, c'est un sujet dont, par exemple, les jeunes parlent à leurs parents. Parce qu'ils voient bien qu'il y a un truc déjà, qu'ils ne comprennent pas trop, et sur lequel il y a besoin d'un conseil. Donc, il ne faut surtout pas banaliser l'assurance. Il faut comprendre que l'assurance, elle a une valeur très particulière, à laquelle on ne pense pas forcément quand on y souscrit, c'est qu'elle peut vraiment vous tirer d'un mauvais pas. Qui dit digitalisation, dit intelligence artificielle, où on est à EMA et à la matière, et le secteur, même d'une façon plus générale. Il y a encore du boulot? En fait, l'intelligence artificielle, moi je la vois comme une augmentation possible de la capacité de nos salariés. Déjà, pour répondre à des demandes parfois auxquelles on tarde un peu à répondre, je pense à toutes les demandes par mail où l'intelligence artificielle permet de détecter très rapidement, tiens, cette personne-là nous sollicite pour telle raison, donc ça accélère, je dirais, les processus et les délais de réponse. Ça peut augmenter la capacité des salariés, je pense, sur des sujets complexes comme des fraudes. Il y a des fraudes qui ne se détectent pas à l'œil nu et sur lesquelles on a besoin d'être accompagné. En revanche, je ne suis pas certain que l'automatisation totale de la relation, ça revient à mon point précédent. Donc l'intelligence artificielle, pour moi,
elle ne va pas remplacer des emplois, elle va plutôt augmenter et apporter de la valeur aux emplois existants. Mais ça peut peut-être améliorer la relation client. Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, en augmentant la capacité de ceux qui la font effectivement aujourd'hui, qui sont nos salariés, et les différentes initiatives que l'on a aujourd'hui, je citais la fraude, l'accélération des réponses, notamment sur la gestion de sinistres. Voilà, ce sont des cas concrets aujourd'hui que l'on développe. Oui, ça peut permettre aussi d'avoir une analyse peut-être plus fine des sinistres, des risques. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on va vers un traitement plus individualisé des clients et donc des tarifs aussi avec cette intelligence artificielle? C'est une question qui n'est pas facile pour un groupe mutualiste parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous, notre vocation, elle est de traiter l'ensemble de la population dans une logique où on mutualise. On essaie d'équilibrer les profils de risque un peu moins bons avec les risques un peu meilleurs. Donc, et cet équilibre-là, il a été très vertueux, comme je le disais tout à l'heure en France. Il permet de faire en sorte qu'il y a très peu de gens en réalité qui sont exclus de l'assurance. La tentation de l'individualisation, c'est un chemin sans retour. Une fois qu'on le fait, et je prends l'exemple d'un pays comme l'Angleterre où par exemple, sur la question des données embarquées de véhicules, il y a une hyper-individualisation des tarifs qui sont faits. Quand je dis que c'est un chemin sans retour, c'est que passer les effets d'aubaine, où on prend les bons risques, on enlève les mauvais, à un moment, tout le monde se base sur les mêmes personnes, une grande partie de la population est exclue, et donc collectivement, tout le monde y perd. Nous, là-dessus, évidemment, nous expérimentons, nous regardons, nous disons que la donnée connectée, plus que l'intelligence artificielle, elle peut avoir une vraie valeur pour apporter de la prévention, un retour d'expérience à un conducteur, s'il conduit bien ou pas bien, où sont les endroits accidentogènes de ses parcours quotidiens. En revanche, nous regardons l'individualisation du tarif comme un gros danger pour l'équilibre général du secteur. Et puis, il ne faudrait pas que certains risques ne soient plus assurés demain non plus. Exactement. C'est ça aussi peut-être le risque avec l'intelligence artificielle. Et l'individualisation humaine. Vous savez, dans les recettes secrètes des assureurs, il y a ce qu'on appelle des courbes de mutualisation. Je suis un peu technique, mais c'est quelque chose d'important et c'est là où le mutualisme se cache aussi. Par exemple, on ne fait pas payer aux jeunes conducteurs la totalité de leurs risques, et notamment dans les mutuelles, c'est-à-dire qu'on atténue leurs vrais risques en faisant payer un petit peu plus aux autres bons risques. Et chaque assureur fait son propre équilibre. Vous le retrouverez en santé ou chez les mutualistes, vous n'avez pas une tarification exponentielle selon l'âge, comme vous l'avez peut-être chez des assureurs plus traditionnels. Donc ces sujets-là sont importants. Et vous voyez bien ce qui nous permet de le faire, c'est qu'on considère le risque comme quelque chose de collectif, et pas comme quelque chose d'individuel. Autre enjeu dans le monde de l'assurance, on a commencé à en parler un petit peu, mais on va creuser un peu plus, c'est la transition écologique, puisqu'elle est au cœur de votre plan stratégique. Et on va tout de suite écouter la question d'un alternant de l'IFPAS, une alternante même, Alice Branca, qui vous pose cette question. Bonjour Monsieur Corré, j'aurais une question sur l'impact écologique dans le domaine de l'assurance, notamment avec les catastrophes naturelles, comme on peut le voir là récemment en Turquie et aussi cet été en 2022 avec les feux en Gironde. Est-ce que les assureurs ils vont continuer à prendre en charge ce type de sinistre? Est-ce que l'État va participer encore plus qu'elle ne le fait déjà? Quels seront l'avenir au final des catastrophes naturelles dans l'assurance? C'est la question du moment et des années à venir. Et on a globalement deux lignes d'intervention en tant qu'assureur. Et en tant qu'acteur du risque, et puis en tant qu'investisseur. Et chez AMA Group, nous investissons 10% de l'épargne des Français. En tant qu'assureur, on a un rôle insuffisamment développé, je trouve, aujourd'hui, qui est un rôle de prévention. Je vais prendre l'exemple de la sécheresse aujourd'hui. Ce sont des réflexions de place. Donc les fissures dans les maisons à cause des rétractations de sol argileux, ce sont aujourd'hui des choses que l'on constate, qui mettent le régime catastrophe naturelle en difficulté, en considérant que finalement un risque naturel, c'est presque la main de Dieu, et donc l'assuré n'y peut pas grand-chose. En réalité, si. Il y a plein de choses dans sa maison. Est-ce qu'il a des arbres dans son jardin qui pompent l'eau? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des systèmes qui hydratent les terrains? À la construction des maisons, dans les diagnostics des maisons, en fait, il y a un ensemble d'actions qui pourraient être prises, qui commencent à être prises et sur lesquelles on essaie d'agir.
Le deuxième point, c'est d'être capable de dire quand est-ce qu'un risque devient systémique au pouvoir public et comment on travaille pour le rendre solvable. C'est pour ça qu'on lutte aujourd'hui pour le maintien de tous les périls dans le régime catastrophe naturelle et l'augmentation de son financement. Et puis un sujet qui n'est pas très visible, peut-être que certains des personnes de l'IFPAS travailleront un jour dans ce secteur, c'est le secteur de la réassurance, l'assureur des assureurs. Dans les risques systémiques, un peu comme un particulier s'assure chez nous, nous on s'assure chez des réassureurs. Et il se trouve qu'on vit un tournant, là, en ce moment, où les réassureurs nous proposent beaucoup moins de protection et de couverture. Ça, c'est le volet assurance. On a des leviers directs et indirects. Sur le volet plus financier, eh bien, comme on est les premiers exposés au changement climatique aux côtés de nos assurés, nous avons un vrai devoir à ce que nos investissements contribuent aux transitions. Et chez AEMA, nous avons 3 lignes d'action là-dessus qui sont extrêmement fortes. La première, et c'était une histoire pionnière de la Massif il y a 30 ou 40 ans, c'est que nous sommes très avancés dans les logiques d'ESG, donc de critarisation responsable des investissements. Ça, c'est très bien, mais maintenant tout le monde le fait et parfois mal. Il y a des scandales autour de ça. Donc notre deuxième action... Il faut éviter le greenwashing. Exactement, exactement. Et puis à un moment, juste faire de la conformité là-dessus ne suffit pas. Notre deuxième action, c'est de dire, OK, au-delà de l'ESG, on investit directement dans une industrie de transition. Aujourd'hui, c'est plus de 10 milliards d'euros que nous mettons, par exemple, dans la régénération des océans, dans les énergies vertes, dans le développement des forêts et ces éléments. Puis le troisième point qui est important, qui rejoint notre côté mutualiste en tant qu'indépendant, c'est que nous investissons dans des entreprises qui elles-mêmes doivent être des acteurs de la transition. Et donc, nous avons décidé depuis 2 ans, et nous attendons les assemblées générales de grands groupes cette année, pour prendre la parole et dire quand est-ce que nous sommes d'accord ou en désaccord avec l'action de grands groupes, l'action écologique sur lesquelles nous avons investi. Voilà, toutes les entreprises du CAC 40, globalement, nous allons prendre position, voter pour ou voter contre aux assemblées générales sur ces sujets-là. Alors, vous devancez la question d'un alternant de l'IFPAS que l'on va quand même écouter, Bilal Baraket. Bonjour Monsieur Courret, je voudrais vous poser une question concernant la position du groupe AEMA par rapport aux investissements verts et comment se situe-t-il par rapport aux autres assureurs, à savoir les mutuelles et les sociétés d'assurance. C'est une question qui est très importante parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus interpellé par nos sociétaires, nos adhérents, à qui nous confient leur épargne. Je rappelais tout à l'heure 10% de l'épargne des Français sur le sens que l'on donne à ces investissements. Et donc, on essaie, nous, d'être toujours à la pointe. Les placements ESG, c'est très bien. Aujourd'hui, tout le monde le fait, parfois mal. On le fait d'une façon chez Ophi Invest qui est particulière, où contrairement à beaucoup de sociétés de gestion, on ne dissocie pas les gens qui analysent la performance financière des placements et la performance extra-financière. Pour nous, c'est un seul et même sujet. Donc, on fait l'ESG différemment. Il y a ce que j'évoquais tout à l'heure sur la nature des investissements. On met plus de 10 milliards d'euros aujourd'hui dans des industries qui sont directement des industries de la transition. Et puis, le troisième point, il est important, celui de l'activisme actionnarial. En tant que mutuelle, on est indépendant. Si on est indépendant, alors on doit avoir une liberté de parole, y compris vis-à-vis des entreprises dans lesquelles nous plaçons l'argent de nos sociétaires. Oui, d'ailleurs, vous faites partie d'une coalition d'investisseurs qui tente de faire bouger les lignes sur ces questions climatiques et d'investissement vert. Est-ce que vous trouvez que le monde de la finance va trop lentement en la matière ? Oui, je vais vous prendre un exemple simple. Nous sommes investisseurs dans Total. Nous le sommes parce que nous pensons que exclure Total des investissements, c'est contre-productif. La transition écologique de demain, elle a besoin des énergéticiens d'aujourd'hui. En revanche, nous sommes exigeants. Nous avons formulé des positions, notamment sur la politique climat, qui nous ont amené l'an passé et l'année précédente à voter contre la politique climat Total. Et pour ce faire, nous sommes dans des coalitions d'investisseurs. Eh bien, nous n'arrivons à rassembler que 7, 8, 9, 10% du total de l'actionnariat de Total. Alors que nous savons que les analyses sont partagées avec d'autres. Il y a un manque de courage. Ou alors, une problématique peut-être de conflit d'intérêts. Prendre la parole dans les médias et dire « attention, là, la politique n'est pas bonne », ça peut aussi amener à se fâcher. Et c'est là où notre dimension indépendante de mutuelle nous donne une liberté d'action, une liberté de parole, qui peut être un petit peu le premier caillou qui amènera ensuite d'autres acteurs. Est-ce que vous voyez comme une entreprise engagée ? Très clairement, mais c'est pas mon expression. Mais vous voulez pas devenir une entreprise à mission. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes une entreprise à mission depuis l'origine. Nous sommes nés parce que des personnes qui cherchaient une protection ont décidé de la construire par elles-mêmes. Donc on n'est pas une entreprise à mission, on est une entreprise mission.
La notion d'entreprise à mission, moi je la trouve extrêmement intéressante pour des entreprises qui ne sont pas forcément d'économie sociale, qui n'ont pas cette histoire comme la nôtre, parce qu'elle leur permet un peu de formaliser leur engagement. Nous n'avons pas fait le choix au niveau du groupe AEMA d'aller sur ce chemin entreprise à mission, parce que nous considérons que nous sommes déjà en réalité. En revanche, pour une entreprise à mission comme pour une mutuelle, l'exigence de faire sa preuve est là. Mais quelque part... C'est pas la pression réglementaire quand même qui... Non, pas spécialement. Il n'y a pas véritablement de besoin réglementaire. Non, c'est plutôt qu'on considère que la mission, elle est déjà au cœur de la mutuelle, d'une certaine façon. Allez, autre grand risque. On en a dit deux mots, c'est le risque cyber. 80% des entreprises, selon un sondage d'OpinionWay, ont été victimes d'au moins une cyberattaque ces 12 derniers mois. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado, ce risque cyber, pour les assureurs? Alors, il ne faut pas imaginer que chaque fois qu'il y a un problème, l'assureur se frotte les mains. Et ce risque cyber est intéressant parce qu'il montre comment ça chemine entre le moment où il y a un nouveau risque qui apparaît, qui est avéré, là, vos chiffres le montrent, et puis comment on peut se construire une réponse d'assurance. Parce qu'en réalité, couvrir un risque cyber aujourd'hui, en fait, on ne le connaît pas bien. On n'a pas beaucoup d'historique. Et ça fait maintenant quelques années que le marché travaille. Il y a quelques acteurs spécialisés avec lesquels nous, on travaille pour proposer des solutions. Et on voit quelque chose se produire qui est très intéressant, c'est une distinction se faire entre deux types de couverture d'assurance, ce qui est systémique et qui nécessitera peut-être une intervention avec les pouvoirs publics, et ce qui relève plutôt de la pratique individuelle. Vous savez, c'est le risque qui va toucher seulement une entreprise. Et là, ce qui est important, c'est pas tellement la couverture financière, c'est l'accompagnement qu'on fait en amont de l'entreprise pour qu'elle mette en place tous les gestes barrières, si j'ose dire, par rapport aux attaques. Pour éviter d'être victime d'une attaque. Mais si elle est victime d'une attaque, est-ce que les contrats aujourd'hui sont suffisamment bien calibrés pour justement répondre Oui, mais ce qu'il faut avoir en tête, de la même façon qu'aujourd'hui, pour que vous soyez assuré en auto, il faut que vous ayez votre permis. Eh bien, en assurance cyber, sur ce risque cyber un peu individuel, on demande aux entreprises de montrer qu'elles appliquent bien, qu'elles ont les pare-feux qu'il faut, qu'elles ont formé leur personnel pour ne pas mettre une clé USB n'importe comment. Sinon, vous n'assurez pas. Et non, non. Mais de la même façon, qu'est-ce que vous diriez si vous étiez assuré à la Massif et que vous appreniez qu'à la Massif, on prenait n'importe quel conducteur, quelqu'un qui a eu 3 accidents, quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire, vous seriez pas contente. La communauté mutualiste, elle exige une responsabilité et donc des règles de bonne vie parce que chacun paye pour l'autre. Et c'est un peu ce qu'on est en train de construire en assurance cyber. C'est finalement, vous voulez être assuré en cyber, très bien, mais vous devez mettre en place des comportements responsables au sein de votre entreprise. Et ça, c'est un élément d'accompagnement qui est très important. Mais ça veut dire qu'on va écarter peut-être certaines entreprises comme des TPE, des PME qui n'auront peut-être pas eu tous les moyens nécessaires pour mettre en place les pare-feux nécessaires. Ça peut paraître un risque. En réalité, on est sur des choses qui sont assez basiques et qui sont même déjà vitales pour les PME. Et quand vous allez sur le terrain, vous voyez des accompagnements, par exemple des chambres de commerce qui existent beaucoup. On est vraiment sur des gestes de base, presque pratiquement les mêmes que vous auriez à la maison pour protéger votre ordinateur. Alors à ce propos, on va entendre la question d'une jeune alternante, Lorraine Cudia, sur ce risque cyber. Bonjour Monsieur Couret, j'ai une question pour vous. Le risque cyber peut-il devenir inassurable compte tenu de son évolution forte ? C'est toute la question quand même. Parce que les pirates informatiques ont toujours une longueur d'avance. Alors la réponse est oui. Si c'est du risque individuel, comme j'évoquais tout à l'heure, il me paraît tout à fait assurable entre des entreprises qui auront des problèmes, d'autres qui ne l'ont pas. Mais si c'est le fruit d'une attaque, par exemple dans le cadre d'un conflit armé, mettons qu'un hacker russe attaque la France et plie la moitié du réseau français. Ça risque d'être considéré comme un acte de guerre. Un acte de guerre, ça n'est pas assurable par les assureurs, c'est une intervention publique. Donc le risque existe, mais il faut analyser le risque cyber avec sa cause de survenance en fait. Et certaines causes seront considérées comme systémiques. Là, on rentrera dans un autre régime. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'aimerais quand même vous poser une question d'actualité. C'est la réforme des retraites qui est en débat. La Fédération mutualiste française estime que la santé et la prévoyance sont les points faibles de ce projet. Quel est votre avis sur la question ? Pour moi, ce que tous les débats sur la réforme des retraites ont montré, c'est que le débat était peut-être pas tant sur l'équilibre financier du régime que sur qu'est-ce que c'est travailler en prenant de l'âge en vieillissant. On voit que beaucoup de débats ont tourné sur le fait de dire, mais ok, l'âge s'allonge, mais est-ce que je vais réellement pouvoir continuer à travailler ? C'est l'employabilité des seniors, finalement. C'est l'employabilité des seniors et c'est
Autre point aveugle, l'impact sur les régimes de chômage ou les régimes de prévoyance collective portés par les assureurs si on allonge l'âge de la retraite et que les gens finalement le gèrent par du chômage ou par un arrêt de travail. C'est un angle qui a totalement manqué et j'espère qu'il pourra être remis sur le dessus de la table. Mais qu'est-ce que le bien vieillir? Bien vieillir en travaillant, bien vieillir en ayant la capacité d'accompagner sa famille. Je pense que le vrai débat sociétal, il était là. Allez, j'avais une toute dernière question à vous poser, mais je vais laisser Johanna Mbala, alternante à l'IFPAS, vous la poser. Alors, bonjour Monsieur Couret, j'avais une petite question pour vous. Quel conseil pourriez-vous donner aux étudiants qui débutent leur carrière dans l'assurance? Je voudrais vous dire que tout est possible. Vous êtes dans un secteur où vous allez rentrer par un métier. Si ce métier vous plaît et que vous avez envie de l'approfondir à fond, vous avez de très belles carrières à faire, d'épanouissement qui pourront vous accompagner toute votre vie. Et puis si vous avez un moment envie de changer de chemin, de passer du commercial à la gestion, vers de l'expertise technique, vers du support, regardez le secteur de l'assurance, regardez les entreprises dans lesquelles vous travaillez, vous verrez que vous avez plein de parcours. Donc vous avez fait le bon choix. Maintenant, creusez-le jusqu'au bout et faites-vous plaisir. La boucle est bouclée, puisqu'on parlait d'attractivité. Alors, merci d'avoir répondu à mes questions. Mais c'est pas fini, puisque vous avez souhaité inviter l'un de vos pairs sur ce plateau. Tout de suite, c'est donc le face-à-face. Et c'est parti pour le face-à-face. On accueille tout de suite Sylvain Mortera, directeur général d'Areas, qui a quelques questions à vous poser. Bonjour, bienvenue. Bonjour Florence, bonjour Adrien. Bonjour Sylvain. Alors la première question, c'est qu'on sait que l'assurance, et c'est enseigné à l'IFPAS d'ailleurs, repose sur un principe de segmentation, de tarification adaptée au risque. Alors se pose la question finalement de l'universalisme, c'est-à-dire finalement l'accès pour tous, quel que soit le niveau de risque, à l'assurance. Alors quel est l'avenir de l'assurance entre hypersegmentation et accès finalement pour tous, quel que soit le niveau de risque, à quel niveau de segmentation à une possibilité d'assurance alors que finalement le risque n'est pas assurable? Cet avenir-là, il dépend de nous et je pense que c'est important que tout le monde, les citoyens, mais aussi les étudiants de l'IFPAS, aient conscience de ça. Des acteurs qui hypersegmentent, ça peut être très séduisant parce qu'on cible mieux telle population, les jeunes, etc. Mais sur le long terme, ça crée un marché où des gens ne sont plus assurés, où les portefeuilles tournent beaucoup entre intermédiaires et finalement les coûts commerciaux sont très importants. En France, et notamment grâce aux mutuelles, c'est pas le choix qui a été fait, c'est le choix de garder des mutualisations larges pour permettre que tout le monde ait accès à une protection au meilleur prix. C'est une discipline qui tient depuis 60 ans et c'est une discipline qu'on doit continuer à maintenir tous ensemble et notamment au travers de nos instances mutualistes, Sylvain. Alors Adrien, deuxième question, quel avenir y a-t-il finalement pour un groupe franco-français, puisque aujourd'hui AEMA c'est franco-français, même si Abeille vient d'un groupe international qui s'appelait Aviva, voilà, paix à son âme. Quel avenir y a-t-il pour un groupe franco-français face à des groupes qui sont capables de diversifier finalement leurs risques sur une dimension internationale? C'est une vraie question philosophique pour un groupe mutualiste qui souvent naît dans un pays et a le réflexe du pays. Et moi, ce que j'observe en fait, c'est que nos grands concurrents internationaux, AXA, Allianz, Generali, sont devenus naturellement par acquisition internationaux. Nous, on est franco-français, comme d'autres mutualistes, et il y a en Europe autour de nous aussi des mutualistes bien présents dans leur marché, mais qui sont un peu enfermés. Et peut-être qu'une voie serait de trouver une forme de coopération, de lien à créer entre mutuelles bien présentes dans leur marché, plutôt que venir se faire concurrence entre différents pays. C'est une voie difficile, qui a jamais été faite, mais c'est une voie qui pourrait être intéressante de creuser. Adrien, troisième question. Je crois que vos parents étaient enseignants. Je ne sais pas s'ils auraient pu enseigner à l'IFPAS, un organisme de référence sur le marché de l'assurance. Quelle relation avez-vous à la réussite professionnelle, souvent associée parfois à réussite matérielle et puis également à rémunération? Moi, ce qui a beaucoup compté dans l'éducation de mes parents, c'est qu'ils m'ont toujours dit « fais ce que tu veux, mais fais un métier qui ait du sens pour toi ». Et pour ça, d'ailleurs, j'ai longtemps voulu faire prof, parce que c'est un métier qui a beaucoup de sens. Ce sens, je le trouve aujourd'hui, et pour ça que je suis très attaché à la forme mutualiste, que je le revendique et que je le promeus. Et voilà, le sens, moi, que je trouve au travail, il passe par cette forme-là et par le fait que l'assurance est un métier de protection. D'accord. Alors vous êtes, je crois, à la tête de la société OFI, la société de gestion d'actifs du groupe AEMA. Comment vivez-vous la financiarisation, Adrien, de l'économie, finalement, aujourd'hui, une société qui est basée également essentiellement sur des chiffres et qui perd ses valeurs humaines?
Il faut garder pour moi un mot d'ordre qui était le mot d'ordre de Jacques Vendier, le créateur de la Massif, le fondateur de la Massif. C'est l'économie doit être au service de l'homme. Et c'est vrai de la finance. C'est pour ça qu'on veut donner le maximum de sens au travers d'Ophi Invest à nos politiques d'investissement. Et c'est ce que j'évoquais autour de l'ESG, autour d'oser un activisme actionnarial mutualiste et puis d'aller investir directement dans les industries à impact. Après, il ne faut pas tomber dans un mauvais débat. On fait un métier dans lequel on brasse de l'argent, en assurance. Voilà, on indemnise avec des euros, on paye les salaires avec des euros, on place l'argent dans le temps pour prendre nos engagements dans le temps avec des euros. Mais il faut le faire toujours en se disant, au bout du bout, on est dans le lucratif, l'argent, il sert au bout du bout à mieux protéger nos sociétaires. Alors, dernière question, peut-être un peu plus personnelle, Adrien. Si vous n'étiez pas, imaginons, directeur général du groupe AMA, quel serait le rêve finalement d'un autre métier que vous auriez aimé réaliser? À part peut-être enseigner à l'IFPAS, forcément, mais le deuxième rêve. Je pense que l'enseignement ne m'a jamais totalement quitté, l'idée de transmettre en tout cas. Et puis, l'autre métier que j'ai découvert par l'assurance, c'est celui de l'investissement, et notamment de l'investissement dans l'économie réelle, dans l'économie responsable, que je trouve extrêmement intéressant comme métier porteur de valeur aussi. Merci Adrien pour toutes ces réponses. Merci Sylvain. Merci Sylvain Mortera, merci Adrien Couret. Donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite sur IFPAS TV.